Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que ça va bien. On va entamer dans cette vidéo-ci que vous êtes censés écouter le mardi 23 lorsque les autres font leur examen oral. On va entamer pas le chapitre 2, plutôt le chapitre 5, c'est-à-dire le module 2. Donc en vue de votre deuxième examen théorique, là, qui est quand même là, cédulé pour être le 14 avril ou quelque chose comme ça, 8 avril. Donc c'est quand même dans un certain temps. Donc, chapitre 2, on va commencer à parler de fonctions. Donc là, on a vu ce que c'était qu'un polynôme. On a vu ce que c'était qu'une correspondance un peu entre deux variables. On a vu ce que c'était que les solutions d'équations et d'inéquations. Donc là, ici, on va commencer à faire de la modélisation et un peu de fonctions. Donc, c'est déjà des choses qui sont ancrées, là, si on veut, dans le langage populaire, c'est-à-dire, des fois, on va dire que quelque chose varie en fonction de l'autre. Donc, par exemple, là, ça pourrait être la distance parcourue en voiture, dépend de la vitesse à laquelle on va ou ce genre de truc-là. Ou le profit d'une certaine entreprise varie en fonction du nombre d'unités vendues d'un produit. Donc, c'est déjà des choses qui sont ancrées dans le langage populaire. Donc, en général, ça va assez bien pour définir ce que c'est qu'une fonction. Okay? Ce que c'est qu'une fonction, c'est lorsqu'il y a une correspondance entre deux variables. En maths, en général, on écrit une variable x et une variable y, et on dit qu'il y a un lien entre les deux et que y dépend de x. Donc, il y a toujours une variable qui est dépendante, une variable qui est indépendante. La variable indépendante, en général, par convention en maths, c'est x. X va varier. X pourrait être le temps. Donc, le temps ne dépend pas de rien. Mais on peut avoir des choses, y, qui dépendent du temps, par exemple. Okay, donc, y, c'est la variable qui dépend de la variable x. Et la notation mathématique, pour dire ça, on écrit y égale une certaine fonction de x. Puis là, votre fonction de x, ça pourrait être n'importe quoi. 2x plus 3, ça pourrait être 5x carré moins 2x plus 4, ça pourrait être racine carrée de 7x plus 2, peu importe. Okay, ça va dépendre de x. En général, en maths, on aime aussi ça, faire des représentations graphiques, donc dans un plan cartésien, pour visualiser un peu le comportement de votre variable dépendante par rapport au comportement de votre variable indépendante. Donc, lorsque x augmente, que se passe-t-il avec y, par exemple? Okay? Donc, vous allez toujours avoir deux axes dans un plan cartésien. Un axe qui représente le comportement de votre variable indépendante, le temps qui passe ou le nombre d'unités vendues, ce genre de trucs-là. Et vous allez avoir votre axe des Y qui, elle, représente votre variable dépendante, donc celle qui dépend là, de votre X. Donc, vous pourriez avoir un graphe qui pourrait ressembler à ça, quelque chose comme ça. Okay? On va vouloir faire l'étude de telle correspondance. On va vouloir faire l'étude de fonctions dans ce chapitre-ci, chapitre 5. Okay? On va commencer par bien définir ce que c'est qu'une fonction. OK? Je vais juste lire ici le petit paragraphe qui est là pour que ce soit bien clair. Et ce paragraphe-là également. Donc, juste pour être certain de ne rien oublier. On utilise les fonctions pour décrire le lien qui unit deux ou plusieurs variables. On dit qu'il existe un lien entre deux variables lorsqu'il existe une correspondance entre les valeurs de ces variables-là. La valeur d'une variable y, par exemple, peut dépendre de la valeur d'une autre variable qu'en général on appelle x. On appelle ce lien entre ces deux variables une fonction si pour chaque valeur de x, il existe une et une seule, c'est important. Donc, il doit exister une et une seule valeur de y possible pour les valeurs de x possibles. Okay? Donc, ce que j'ai dessiné ici, c'est bien une fonction parce que pour chaque valeur de x possible, il existe une seule valeur de y possible. Okay? Il n'y a pas deux valeurs de y possibles pour une valeur donnée de x. Donc, c'est bien une fonction. Il est possible de faire une représentation graphique d'une fonction à l'aide d'un plan cartésien. Un plan cartésien est muni de deux axes, l'axe horizontal qui représente les valeurs que peut prendre la variable indépendante x et l'axe vertical, celle que peut prendre les valeurs de la variable dépendante y. Chaque couple x-y représente un point qui appartient à cette fonction-là et qui vérifie l'équation y égale votre fonction en x. Okay? Donc, le plus important ici, là, il existe une et une seule valeur de y possible pour les fonctions.
pour chaque valeur de x possible, bien entendu. On va regarder les exemples qu'on a là. On va déterminer si les courbes qui sont là représentent des fonctions, oui ou non. Puis on va justifier dans nos réponses pourquoi est-ce que c'est une fonction, pourquoi est-ce que ce n'est pas une fonction. Donc, pour commencer, on a un cercle ici dans notre plan cartésien. Mais ici, vous voyez que pour les valeurs de x possibles, si je choisis cette valeur de x-là, eh bien, j'ai deux valeurs de y possibles. Donc, en A, je n'ai pas une fonction. OK? Ce n'est pas une fonction parce que si je veux évaluer ma fonction en disant x égale 3 ici, bien, je n'ai pas une valeur fixe. J'ai deux valeurs distinctes pour y, ce n'est donc pas une fonction. Ça peut quand même être une équation et on pourrait trouver les deux valeurs de y qui correspondent à x égale 3, mais on n'appelle pas ça une fonction. Ça, quand même, lorsqu'il y a deux valeurs distinctes pour une valeur de x. Okay? Donc ça, ce n'est pas une fonction. B, c'est une fonction, aucun problème. X peut varier de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il y aura toujours une et une seule valeur de y qui va correspondre à cette valeur de x-là. C n'est pas une fonction pour la même raison que A. Si vous regardez lorsque x vaut 0, on va avoir une, deux, trois valeurs différentes pour y. Ce n'est donc pas une fonction. Ça ne marche pas. En D, on n'a aucun problème. On a une belle fonction qui augmente toujours. Donc, la fonction semble commencer à x égale peut-être moins 2, quelque chose comme ça, et elle poursuit jusqu'à plus l'infini, et on aura une seule valeur de y, peu importe où on se trouve pour une valeur de x donnée. Donc, B et D, ici, sont des fonctions. A et C n'en sont pas, puisqu'il y a plus d'une valeur de y possible pour certaines valeurs de x. OK? Algébriquement, comment est-ce qu'on peut déterminer si les équations représentent des fonctions ou pas? On va aller isoler y. On va aller regarder s'il existe deux valeurs de y pour une valeur de x donnée. Ici, lorsque vous remplacez votre valeur de x par une valeur réelle, il y aura toujours une seule valeur de y. Donc, si vous remplacez x par 0, ou x par 1, ou x par 2, ou x par moins 3, ça va vous donner une valeur numérique pour y. Okay? Donc, ici, vous avez bel et bien une fonction en A. En B, il y a une petite nuance. On a y carré égale x moins 4. Donc, y n'est pas isolé ici. Il faudrait poursuivre le travail et isoler la valeur de y. Là, on a un carré associé à cette valeur de y-là. Donc, on va aller prendre la racine carrée de y au carré. On va aller prendre la racine carrée de ce qu'il y a à droite également. Mais n'oubliez pas que lorsque vous prenez la racine carrée d'un nombre qui est élevé au carré, on doit mettre le symbole plus ou moins à gauche de votre symbole de racine carrée. Okay? Donc là, on a deux valeurs distinctes pour y. Donc, si vous avez x égale, je ne sais pas moi, 8, vous allez avoir 8 moins 4 égale 4. Racine carrée de 4 égale 2, mais là, vous avez un plus et vous avez un moins. Donc, vous avez plus 2 et moins 2. Donc, pour une seule valeur de x, vous avez deux valeurs pour y. B n'est pas une fonction. Donc, en B, ici, cette équation-là ne représente pas une fonction, puisque pour une valeur de x donnée, vous avez deux valeurs de y données. Si on parle du début, de toute façon, prenez justement x égale 8, vous allez avoir y au carré égale 8 moins 4. Donc, va être égal à 4. On a y au carré égale 4. Est-ce qu'il y a une seule valeur de y qui respecte ce critère-là? Non. Si y égale 2, on va avoir 2 au carré égale 4, ça va marcher. Et si y égale moins 2 fois moins 2 fait aussi 4. Donc, on vient de trouver deux valeurs de y qui font en sorte qu'on a une vérité là, pour l'équation qui est là, que l'égalité est respectée. Donc, comme on a deux valeurs de y pour une valeur de x, ce n'est pas une fonction qui est décrite là. OK?
Donc, en A, on avait une fonction. En B, on n'a pas une fonction. Ça représenterait là, deux valeurs de y pour une valeur de x donnée. C'est ce qui est important de vérifier si on a affaire à une fonction ou non. Ici, on a une fonction qui a été modélisée. Donc, on a un récipient d'eau, là, une espèce de récipient d'eau qui contient 20 litres d'eau. Donc, une espèce de contenant comme ça. Et il y a une fuite dans notre récipient. Donc, l'eau s'écoule. Okay? Le volume d'eau en litres diminue à un rythme tel que t secondes après le début de la fuite. Le volume d'eau dans le récipient est donné par la fonction qui est là. Donc, vous voyez, j'ai V de t. V est une variable dépendante. V, c'est le volume d'eau qu'il y a dans votre récipient et elle dépend de quelle variable? La variable T, la variable temporelle ici. Donc, votre temps qui s'écoule. Donc, votre volume d'eau dans votre récipient dépend du temps qui s'écoule puisqu'il y a une fuite. Et plus le temps passe, plus il y aura eu de l'eau qui va s'être échappée de votre récipient. Et qu'est-ce qui est le fun lorsqu'on a accès à une modélisation, une fonction comme ça, de votre volume par rapport au temps, donc une vraie modélisation là, physique qui est là, c'est que vous pouvez changer la valeur de t par la valeur de votre choix et ça va vous donner la valeur numérique pour votre variable dépendante, donc votre volume ici. C'est ce qu'on vous demande de faire en A et c'est ce qu'on vous demande de faire en B. On s'intéresse à savoir quel est le volume en A du récipient après 30 secondes. Donc, on va aller regarder la fonction volume qu'on a et on va remplacer notre t par 30. Puisque c'est ce qu'on veut. On veut évaluer notre fonction en 30 pour savoir quel est le volume après 30 secondes. Donc, il suffit de remplacer tous les t qui sont là par des 30 et vous allez avoir votre réponse. Donc, c'est 20, 1 moins t 30 sur 200, le tout au carré. Donc, ça vous donne 20. 1 moins 30 sur 200, ça fait 170 sur 200 au carré. On évalue ça dans notre calculatrice, ça va faire 14,45 litres. Okay? Donc, grâce à la modélisation physique qui est là, on connaît le volume par rapport au temps. Bon, on peut remplacer votre temps par une valeur numérique pour avoir le volume désiré. En B, on nous demande de faire la même chose. Quel est le volume d'eau dans le récipient 2 minutes après le début de la fuite? Mais là, il faut juste faire un peu attention aux unités de mesure, puisque dans notre fonction, dans notre énoncé, on nous dit que l'unité de mesure pour le temps, c'est les secondes. Vous voyez, on dit après S secondes ici. Là. Hein, diminuer un rythme tel que TS. S représente les secondes, bien entendu, mais là, en numéro B, on nous donne une unité de mesure qui est en minutes. Il faut donc faire la conversion, mais ce n'est pas très difficile. 2 minutes, c'est tout simplement 120 secondes. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est évaluer cette fonction-là en 120. On remplace les t par 120 et ce n'est pas plus difficile que ça. Divisé par 200 au carré. Et si je vous donne la réponse, ça devrait vous faire 3,2 litres. OK? Vous pourriez faire ça pour n'importe quelle valeur de t. On pourrait se rendre compte en analysant cette fonction-là que lorsque t est plus grand que 200, eh bien, on va avoir une valeur négative et ça ne se peut pas. Donc, il y a donc un domaine ici, domaine contextuel à respecter. Donc, ici, là, t ne doit pas être plus grand que 200. Donc, après 200 secondes, ça va être vide ici. On va avoir un volume de 0. On ne peut pas avoir un volume négatif dans un récipient. Donc, quand il n'y a plus d'eau, bien entendu qu'il n'y a plus d'eau qui s'écoule de votre récipient. Okay? On va faire ce genre d'analyse-là dans le chapitre qui s'en vient. C'est ce qui m'amène à parler de caractéristiques de fonction. On est déjà rendu à la page 150 de votre volume. Ça va très, très bien en passant. Donc, les caractéristiques de fonction. Qu'est-ce qu'on va s'intéresser lorsqu'on va parler de fonction? Parce que nous, on va surtout avoir des fonctions qui vont être sous forme algébrique et il va falloir aller déterminer certaines choses. On pourrait aller déterminer le domaine et l'image d'une fonction. Donc, le domaine d'une fonction, on a de ça DOM-F. C'est l'ensemble des valeurs réelles que peut prendre votre variable indépendante, X. Pour l'instant, il y a deux choses à vérifier lorsque vous voulez regarder pour un domaine.
Il ne doit pas avoir de division par 0. Donc, si vous avez un modèle mathématique qui décrit une fonction entre deux variables, si vous avez une division par 0, c'est parce que x ne peut pas prendre cette valeur-là. Et si vous avez une racine paire, donc une racine 2k, racine carrée, racine quatrième, racine sixième, d'un truc qui est négatif, c'est parce que ça ne fait pas partie du domaine non plus. Par exemple, si vous avez racine carrée de x, quelque chose d'aussi simple que ça, x ne peut pas être négatif. Sinon, vous avez une racine carrée d'un nombre négatif et ça, en maths, ça ne se peut pas. Okay? Donc, pour l'instant, vous avez deux choses à vérifier lorsque vous faites le calcul d'un domaine d'une fonction. C'est la même chose que pour les domaines des fractions algébriques qu'on faisait. Pas de division par 0, pas de racine négative, pas de racine paire négative. On a aussi un domaine contextuel. Donc, si votre fonction représente, je ne sais pas moi, l'aire ou la distance entre deux points, si vous voulez connaître la distance entre deux points, bien entendu que la distance ne peut pas être négative. Donc là, on parle plus d'un domaine contextuel. Donc, par rapport à un contexte, quelles sont les valeurs que peuvent prendre votre variable indépendante? Domaine contextuel. Si en plus de ça, votre modèle mathématique fait intervenir des fractions ou des racines paires, il faut vérifier s'il y a des divisions par 0 ou des racines négatives là-dedans. Donc, c'est ce qu'on va vérifier pour faire vos calculs de domaine. L'ensemble image d'une fonction, c'est un peu l'inverse. L'inverse dans le sens où c'est toutes les valeurs que peuvent prendre votre variable dépendante, donc votre y ici. Donc, pour toutes les valeurs de x qui sont dans votre domaine, quels sont l'ensemble des valeurs que peuvent prendre votre image, votre y ou votre f de x? OK? On a ensuite de ça l'ordonnée à l'origine et les zéros d'une fonction. Si je trace un graphe comme ça, graphiquement parlant, l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où vous croisez votre axe des y. OK? Donc, c'est lorsque votre variable indépendante égale 0. Donc, vous n'avez juste qu'à remplacer votre x par 0 dans l'équation qui représente votre fonction, pour savoir c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Et les zéros, c'est quand est-ce que vous croisez l'axe des x. Donc, vous pouvez avoir ici un 0 là, un 0 là, puis un 0 là. Okay? Donc, ça, c'est les zéros. Oui, il faut remplacer y par 0 et trouver les valeurs, là ou les valeurs, s'il y en a, qui font en sorte que y égale 0. Il pourrait y avoir plus d'un 0, il pourrait y en avoir aucun, bien entendu, il pourrait y en avoir un seul, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Au contraire, l'ordonnée à l'origine, il ne peut pas y en avoir plus qu'un. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y a deux valeurs distinctes pour la valeur x égale 0. Puis on vient de voir que les fonctions, on appelle ça une fonction s'il existe une seule valeur de x pour une valeur, s'il existe une seule valeur de y pour une valeur de x donnée. Bien, s'il existe plus d'un ordonnée à l'origine, ça voudrait dire qu'il y a deux valeurs distinctes pour y. Si x vaut 0, alors ça, on n'appellerait pas ça une fonction. Donc, l'ordonnée à l'origine, il y en aura toujours un seul s'il y en a un. Les zéros, il peut y en avoir autant que vous voulez, dépendamment de la fonction que vous travaillez avec. OK? Donc, ces deux choses-là seront à vérifier lorsqu'on va faire l'analyse des fonctions. L'ordonnée à l'origine, les zéros. Le domaine et l'image aussi, bien entendu. Le signe d'une fonction, ça va nous intéresser aussi. Quand est-ce qu'une fonction est positive? Quand est-ce qu'une fonction est négative? Donc, une fonction va être positive si on est au-dessus de l'axe des x. Si votre fonction se retrouve ici, on dira qu'elle est positive sur cet intervalle-là. Et si votre fonction est en dessous de l'axe des x, donc si votre fonction est ici, disons, on dira qu'elle est négative, bien entendu. Donc, si l'image est positive, la fonction est positive. Si l'image est négative, la fonction est négative. Graphiquement parlant, on peut le voir si on est au-dessus ou en dessous de l'axe des x. Bien entendu qu'elle est nulle si on touche l'axe des x. Donc, à ce moment-là, ça fait référence au point 5.2.2 qui est là, c'est-à-dire les zéros de la fonction. Okay? Donc, c'est ce qu'on va vérifier aussi. Ça peut être intéressant de savoir si on est positive ou négative pour savoir, par exemple, si on parle de profit,
on veut avoir un profit positif en général. Donc, on va vouloir savoir pour quelle valeur de X est-ce que j'aurai un profit positif. Ou on veut savoir si on n'est pas rentable, quand est-ce que notre profit est négatif. Donc, à partir de quelle valeur de X est-ce que je vais commencer à être rentable? Il faut que je vende combien d'objets, par exemple, pour pouvoir commencer à être rentable. Donc, c'est ce genre de pensée-là qu'il faut déjà avoir. Donc, lorsque vous allez avoir un contexte physique ou économique ou peu importe, et qu'on vous pose une question, il faudra savoir, est-ce que je suis en train de chercher un zéro, un ordonnée à l'origine? Est-ce que je suis en train de chercher les valeurs qui font en sorte que la fonction est positive ou négative? Il faudra se questionner à faire ça. On va se pratiquer, bien entendu. Croissance, décroissance et extrémum. Donc, on va dire qu'une fonction est croissante si plus la valeur de x augmente, plus la valeur de y augmente aussi. Donc, si une fonction est comme ça, bien entendu qu'elle est croissante. Et si une fonction est décroissante, eh bien, c'est un peu l'inverse. L'image diminue si x augmente. Donc, vous pouvez lire ce qui est là, mais grossièrement, c'est ce que ça dit. Okay? Croissante, décroissante ou constante. On va dire qu'elle est constante si elle ne change pas. Donc, les valeurs de y restent les mêmes pour des valeurs de x qui augmentent, par exemple. Et les extrémums, c'est la dernière chose qu'on va vérifier. Les extrémums, on cherche à savoir quand est-ce qu'on a des sommets. Donc, ici, on aurait un maximum, OK? Un maximum relatif qui fait dire, dans le fond, que autour de ce point-là, cette image-là est la plus grande possible. OK? Même chose ici. Autour de cette valeur-là, sur la fonction, si on regarde un peu à gauche ou si on regarde un peu à droite, les valeurs de y sont un peu plus basses. On a donc affaire à un maximum. Réciproquement pour les minimums, donc j'ai un minimum relatif ici, parce que si je regarde un peu à gauche, un peu à droite de ce point-là, les valeurs de y sont un peu plus grandes. Donc, j'ai affaire à un minimum relatif. Ici aussi, vous avez un minimum relatif puisque autour de ce point-là, les valeurs de y sont plus grandes. OK? Donc, ça, c'est des minimums et des maximums relatifs. Les maximums absolus et le minimum absolu, c'est vraiment là, c'est le plus grand maximum possible. Donc, le plus grand maximum possible, c'est la plus grande valeur possible pour votre image. On appelle ça le maximum absolu. Et réciproquement, pour les minimum absolu, c'est la plus petite valeur possible pour votre image. OK? Donc, les minimums absolus, les maximums absolus sont aussi des minimums et des maximums relatifs. Mais en plus, ils sont absolus, ça veut dire que c'est le plus grand maximum possible ou le plus petit minimum possible. On appelle ça les maximums et les minimums absolus. Il y a une petite nuance aussi. Si votre fonction, je suis en train de lire cette phrase-là, si une fonction est définie sur un intervalle fermé, donc si votre fonction est définie sur un petit intervalle AB comme ça, bien les bornes, le A et le B, sont aussi des extrémums relatifs. Okay? Par exemple, si la fonction était définie seulement sur l'intervalle qui est là, bien ici, vous auriez un max relatif aussi. Pourquoi? Bien parce qu'autour de ce point-là, c'est la plus grande image que vous avez. Parce qu'après ça, la fonction est décroissante. Et ici, vous auriez un minimum relatif aussi. Okay? Parce qu'autour de ce point-là, c'est la plus petite valeur possible pour l'image. Okay? Donc, si votre fonction est définie sur des bornes fermées, bien les bornes sont aussi des extrémums relatifs, ou même absolus, s'il n'y en a pas des plus grands. Okay? On va aller se pratiquer à en faire quelques-uns. Pour chacune des fonctions suivantes, on va déterminer si c'est possible le domaine, l'image, l'ordonnée à l'origine et les zéros. On va indiquer aussi les valeurs de x pour lesquelles les fonctions sont positives, pour lesquelles elles sont négatives et pour lesquelles elles sont nulles. Enfin, on va définir les intervalles sur lesquels la fonction est croissante et décroissante et on va dire c'est quoi les extrémums relatifs et absolus. Donc, si on a des représentations graphiques, donc on n'a pas affaire à une équation algébrique, ici, c'est plus simple un peu. Donc, on va commencer à faire ça avec des graphes, puis ensuite, on va le faire de façon algébrique. Vous allez voir que ce n'est pas plus difficile, mais il faut se questionner un peu plus lorsqu'on a accès aux équations algébriques.
Donc ici, on va commencer par déterminer le domaine de définition. Donc, je vais l'écrire ici, tiens. Domaine de la fonction f. On va aller regarder la fonction, quelles sont les valeurs de x qui sont possibles. La plus petite valeur de x qui semble être possible, ici, c'est moins 6. Et la plus grande semble être 3. Donc, la fonction est définie entre moins 6 et 3. Donc, le domaine de définition de votre fonction, c'est lorsque c'est x qui peut varier entre moins 6 et 3, comme ça. L'image de votre fonction, quelle est la plus petite valeur possible pour l'image? C'est lorsqu'on est au sommet ici. Donc, la plus petite valeur pour l'image, c'est le 4. Et la plus grande valeur possible pour l'image, donc pour y, c'est 8. Donc, l'ensemble des valeurs possibles pour l'image, c'est de 4 à 8. Comme ça. Avec des bornes fermées, puisque c'est possible d'avoir une image de 4 et c'est possible d'avoir une image de 8. Ensuite de ça, on nous demande l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est lorsque vous touchez l'axe des Y, c'est donc la coordonnée qui est ici. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque je remplace x par 0, je vais avoir une image de 28 cinquièmes. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 28 cinquièmes. C'est 0, 28 cinquièmes, donc c'est une coordonnée. Les zéros, ici, on ne croise jamais l'axe des x. Il n'y a donc aucun 0 dans cette fonction-là. On va écrire aucun, comme ça. On nous demande ensuite de regarder. Donc, domaine, c'est fait. L'ordonnée à l'origine, c'est fait. Les zéros, c'est fait. Les valeurs de x pour lesquelles la fonction est positive. Donc, positive, on va dire f de x est plus grande que 0 si x, puis là, on va dire l'intervalle dans lequel on a ça. Donc, on voit qu'on est toujours positif. L'image est toujours plus grande que 0. F de x est toujours plus grande que 0 dans le domaine de définition ici. Donc, toutes les x dans le domaine, de moins 6 jusqu'à 3, excusez-moi, la valeur de la fonction est toujours positive. Donc, la fonction ici est positive sur son domaine. On aurait pu écrire, à la place de x est dans moins 6 jusqu'à 3, on aurait pu dire pour toute valeur de x dans son domaine. F de x est négative quand? Jamais. On n'est jamais en dessous de l'axe des x pour cette fonction-là. Donc, on est toujours positif, on n'est jamais négatif. On va aller regarder quand est-ce qu'elle est croissante. Pour quelle valeur de x est-ce que cette fonction-là est croissante? Eh bien, il y a juste ici, voyez-vous, la fonction augmente lorsqu'on est dans cet intervalle-là. Donc, je vais aller écrire, elle est croissante pour l'intervalle. Donc, x doit être dans l'intervalle 2 jusqu'à 3. Donc, dans l'intervalle 2 jusqu'à 3, la fonction est croissante. Et elle est décroissante on va aller regarder dans quel intervalle elle est décroissante. La fonction diminue si x est entre moins 6 et 2. Donc, je vais aller écrire ça. Moins 6 et 2. Mais elle n'est jamais constante, cette fonction-là. Donc, elle est soit décroissante ou soit croissante. Donc, si on fait l'union de ces deux ensembles-là, on aura en fait tout le domaine de définition, puisqu'elle est soit croissante, soit décroissante. Est-ce qu'on nous demande d'autres choses? On nous demande aussi les extrémums. Donc, je vais aller regarder les max relatifs. Tiens. Je vais aller regarder ensuite de ça les min relatifs, puis je vais aller encercler le max relatif, qui sera aussi le maximum absolu. Je vais faire la même chose avec les minimums. On va aller regarder les maximums relatifs. Je vais aller les entourer en rouge, tiens. Les maximums relatifs, si je suis ici et que je regarde autour,
je suis la plus grande image possible dans ce coin-là. Je suis donc un maximum relatif. OK? Donc, j'ai un maximum relatif de 8. Donc, l'image, c'est 8 en x égale 6. Est-ce que j'ai un autre maximum relatif? Oui. Ici, je suis aussi un maximum relatif. OK? Je suis un maximum relatif de, quelle est l'image? De 5 en x égale 3. Donc, j'ai deux maximums relatifs. J'ai un maximum relatif de 8 si x vaut moins 6 et j'ai un maximum relatif de 5 si x vaut 3. Quel est donc le maximum absolu? Le maximum absolu, c'est le plus grand des deux, c'est celui-là. J'ai donc le maximum absolu ici. Je vais aller regarder la même chose pour les minimums. Je vais écrire minimum relatif ici. Donc, mes minimums ou mon minimum relatif, on va aller regarder à quel endroit il se situe. Donc, j'ai un seul minimum ici, c'est ici. Hein, j'ai une espèce de sommet là. J'ai un minimum en ce point-là, puisque autour, c'est la plus petite valeur possible pour l'image. J'ai donc un minimum relatif de 4 en x égale 2. Ça? Oui. Est-ce qu'il y a un autre minimum relatif ici? Non. Ça veut dire donc que c'est aussi le minimum absolu. Voilà. Donc, on a fait vraiment toute l'étude de cette fonction-là. On a terminé le domaine, l'image, l'ordonnée, les zéros. Il n'y en avait pas. Quand est-ce qu'elle est positive? Quand est-ce qu'elle est négative? Quand est-ce qu'elle est croissante? Quand est-ce qu'elle est décroissante? Quand est-ce qu'il y a des maximums, des minimums, donc des creux ou des sommets, et lequel des deux est le plus grand ou lequel de tous ces sommets-là est le plus haut ou le plus bas. OK? Pour les maximums relatifs absolus, même chose pour les minimums. On va se pratiquer à en faire encore un autre. Je t'entends pas, tu veux quoi? On va se pratiquer à en faire un autre, puis tiens, le C, je vais vous laisser le faire, puis on y reviendra en groupe demain. Donc, en B, on va vouloir faire exactement la même chose. On va se pratiquer donc. Vous voyez que le point est ouvert pour la coordonnée en x vaut moins 2 et que le point est ouvert en x vaut 1 aussi. On va donc avoir des petites nuances pour le domaine, entre autres. Donc, le domaine de définition ici, domaine de G. Quelles sont les valeurs de x possibles? Bien, on ne peut pas avoir la valeur. OK? La fonction n'est pas définie lorsque x vaut moins 2 ici, c'est un point ouvert. Même chose ici, lorsque x vaut 1, on n'a pas de valeur numérique pour l'image. OK? Donc, ces coordonnées-là ne font pas partie du domaine de définition de votre fonction. Il faut donc exclure ces points-là du domaine de définition. Donc, le domaine de définition ici, c'est de moins 2 jusqu'à 1, mais on exclut le moins 2 et le 1. On met donc des crochets vers l'extérieur. OK? C'est ça la nuance entre un point fermé et un point ouvert. L'image maintenant. L'image, on va aller s'intéresser à quelles sont les valeurs possibles pour l'image. Donc, quelle est la plus petite valeur possible pour l'image? Donc, ici, ça semble être notre minimum absolu ici. Hein? Donc, ça ici, là, la valeur moins 1 tiers, c'est la plus petite valeur possible pour Y. Et quelle est la plus grande valeur possible pour Y? C'est lorsqu'on est au sommet là, donc Y vaut 3,5. Ici, on va les inclure, ces points-là, dans l'image, puisque c'est possible d'avoir une image de moins 1 tiers. Ça va être lorsque X vaut moins 1. Donc, la plus petite image possible, c'est moins 1 tiers, et on met un crochet fermé parce que c'est possible d'avoir cette image-là. Même chose pour le 3,5. C'est possible d'avoir une image de 3,5 et en plus, c'est la plus grande possible. On met donc un crochet fermé ici, comme ça. Donc ça, c'est nos ensembles qui représentent le domaine et l'image.
Ensuite de ça, on veut chercher l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je veux savoir si je remplace x par 0, quelle sera la valeur pour l'image. Donc ici, ça semble être 1, tout simplement. Ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, des zéros, est-ce qu'on en a? Oui, on en a un. On va donc aller trouver la valeur pour ça. Donc, le 0 ici, c'est avec la coordonnée. Lorsque je remplace y par 0, quelle est la valeur de x? Bien, x est égal à moins 0,5. Oups, excusez-moi. Moins 0,5. Je vais écrire moins 1 demi. C'est la même chose. 0. On a un seul 0 ici. Moins 0,5. Ou moins 1 demi, c'est la même chose. On va aller regarder quand est-ce que la fonction est positive. F de x, ici, c'est pas f de x, c'est g de x. G de x est positive si x est dans, puis là, on va dire quel est l'intervalle. X, si x est n'importe où à droite de notre 0, eh bien, on va être positif. La fonction y va être positif. OK? Donc, ici, c'est mon intervalle qui est là. Je ne vais pas inclure le moins 1 demi ou le moins 0,5 puisque la fonction est nulle. Elle n'est donc pas positive en cette coordonnée-là. Donc, ici, je vais exclure le point moins 1 demi ou moins 0,5. Et si je vais à droite de ça, peu importe où je suis sur ma fonction, dans mon domaine, je vais être correct, donc je peux me rendre jusqu'à 1. Je vais être positif. Et la fonction g de x va être négative si on est en dessous de l'axe des x. Donc, si on est à n'importe où dans ce coin-là, donc on va être négatif si x est dans l'intervalle de moins 2 jusqu'à moins 1 demi. Les deux excluent encore. On exclut moins 2 parce qu'il n'est pas dans le domaine. Et on exclut moins 1 demi parce qu'on n'est pas négatif, on est nul. On va aller regarder quand est-ce qu'elle est croissante. Donc, elle est croissante. On va regarder quand est-ce que la fonction augmente. Donc, la fonction est croissante dans cet intervalle-là. Donc, si x est entre moins 1 jusqu'à 1 demi. Et elle est décroissante. Si je vais mettre un crochet. La fonction est décroissante. Bien là, on a deux intervalles qui font en sorte qu'on est décroissant. Regardez, on a cet intervalle-là et on a cet intervalle-là. On va donc faire une union d'intervalles. Décroissante, si x est dans, on va commencer par le premier intervalle qui est de moins 2 jusqu'à moins 1. Et on va faire l'union avec ça de mon deuxième intervalle qui est ici. Cet intervalle-là, c'est lorsque x est dans 1 demi jusqu'à 1. Puis 1, on l'exclut parce qu'il n'est pas dans le domaine de définition de notre fonction. On ne peut pas l'inclure dans aucun intervalle, bien entendu. Puis là, on a regardé quand est-ce qu'on est croissant, décroissant, positif, négatif, le domaine de l'image. Il nous manque à savoir quels sont les maximums et les minimums relatifs. On va commencer par max relatif. Quels sont les maximums relatifs? Ici, j'en ai un seul, et c'est cette valeur-là. Okay? Ici, ce n'est pas un maximum relatif, puisqu'on est dans un intervalle ouvert. OK? On n'a pas de maximum relatif si l'intervalle est ouvert, puisqu'on ne peut pas atteindre moins 2. On peut s'en approcher aussi proche qu'on veut. Donc, on peut être égal à moins 1,9 ou moins 1,9999 ou moins 1,999999, mais on ne peut pas s'arrêter nulle part. On peut s'approcher aussi proche qu'on veut de moins 2, mais on ne l'atteint pas. Il n'existe donc pas vraiment de maximum possible ici. Okay? Donc, il n'y a pas de maximum relatif si l'intervalle est ouvert, juste si l'intervalle est fermé. Mais bien entendu qu'on a quand même un maximum relatif au sommet qu'on a ici. Là. Okay? On a donc un maximum relatif de l'image qui est là, c'est 3 demi. Si x vaut 1 demi.
Est-ce qu'il y a un autre maximum relatif? Non. C'est donc aussi le maximum absolu. Le plus grand maximum. On a un minimum. On va aller regarder les minimums maintenant. Minimum relatif de, on va aller regarder la plus petite valeur possible pour l'image, c'est celle-là, on a un creux ici. Ici, pour la même raison que tantôt, ça, ce n'est pas un minimum relatif, puisque l'intervalle est ouvert, on ne peut pas atteindre 1, donc on ne peut pas dire qu'il y a un minimum en 1. Donc, on a un seul minimum, c'est un minimum de moins 1 tiers. Si x vaut moins 1. Et comme c'est le seul minimum, ben c'est aussi le minimum absolu. OK? Voilà, on a fait l'étude complète de cette fonction-là. Le C, je vous le laisse. Donc, celui-là, je vous le laisse, puis on y revient ensemble demain, c'est-à-dire le 24, mercredi le 24 à 9h30. On va le faire ensemble. Donc, assurez-vous que vous êtes capable de bien faire ça. Ici, en passant, comme il n'y a pas de point fermé ni de point ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction n'arrête pas. Elle continue les deux barres. OK? Donc, prenez bien ça en considération lorsque vous allez faire le domaine, l'image. Le domaine et l'image. OK? On va le faire algébriquement, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le numéro 1, je vais en faire quelques-uns avec vous. On veut juste trouver le domaine. Pour le numéro 2, ça va être encore plus intéressant. On va vouloir trouver quand est-ce que c'est positif, etc. Je pourrais vous challenger puis vous demander de le faire aussi, d'en faire quelques-uns de ceux-là. Là, ici, on va juste trouver le domaine de définition de ce que vous avez là. Donc, je vous rappelle, pour le domaine de définition, il ne faut pas qu'il y ait de division par 0. Il ne faut pas qu'il y ait de racine paire négative non plus. Donc, on va commencer par A. Au numéro A, là, aucune division par 0 au potentiel, aucune racine là-dedans non plus. Domaine, tous les réels, aucun problème avec ça. Si vous remplacez x par une valeur réelle, y ou f de x va vous donner une valeur réelle. Ça va vous retourner des valeurs numériques sans aucun problème. Donc, n'importe quelle valeur réelle. Même chose pour B. Tu peux rentrer n'importe quelle valeur réelle dans x, il va te retourner une valeur numérique réelle pour ton g de x. Pour le C, il faut faire un petit peu attention. On ne veut pas, je vous rappelle qu'on ne veut pas de division par 0. On ne veut donc pas que 2x plus 1 égale 0. OK? Ça veut dire qu'on veut que si vous isolez x dans cette inéquation-là, vous allez avoir que x n'est pas égal à moins 1/2. OK? Le domaine de définition ici de cette fonction-là, c'est toutes les valeurs réelles. À l'exception, on va retrancher une valeur, un singleton ici qui est moins 1/2. OK? Donc, toutes les valeurs réelles à l'exception de moins 1/2, puisqu'il y a une division par 0. Au numéro D, c'est la même chose. Il y a une division par 0 potentielle ici, lorsque 2t carré moins 4t égale 0. Donc, on ne veut pas que 2t carré moins 4t égale 0. Je vous suggère de faire de la factorisation lorsque vous avez de tels trucs. C'est pour ça qu'on s'est pratiqué à faire beaucoup de factorisation. Okay, on peut mettre un 2t en évidence là-dedans. On va faire une mise en évidence simple. Il va me rester t moins 2. On ne veut pas que ça égale 0. Quand est-ce que 2t fois t moins 2 égale 0? J'ai un produit de deux facteurs, un produit de deux trucs. On sait qu'un produit égale 0 si un des deux facteurs égale 0. On ne veut donc pas que t égale 0, sinon 2t va être égal à 0 et 2t fois t moins 2 va être égal à 0. Puis on ne veut pas non plus que t égale 2. Parce que si t égale 2, on va avoir que t moins 2 égale 0. Puis à ce moment-là, on va avoir une division par 0. Donc, le domaine de définition ici, c'est l'ensemble des valeurs de t, qui sont des valeurs réelles, à l'exception des deux valeurs qu'on vient de trouver, qui font en sorte qu'il y a une division par 0.
Si t vaut 1, on n'a pas de problème. Ce n'est pas une division par 0, ça. Si un numérateur égale 0, il n'y a pas de problème. 0 divisé par quelque chose, ça fait 0, j'ai pas de problème avec ça. Mais de diviser un truc par 0, ça ne marche pas. On va donc enlever la valeur 0 et la valeur 2. Ici. OK? Pour le E, c'est des E. Je vais faire ici. Pour le E, on n'a pas de division par 0 potentielle, mais on a une racine carrée. Puis je vous rappelle qu'on ne veut pas avoir de racine paire négative. On veut donc que 3t plus 7 soit plus grand ou égal à 0. Une racine carrée de 0, on n'a pas de problème avec ça. Racine carrée de 0 fait 0. On veut donc que 3t soit plus grand ou égal à moins 7. Et on veut donc que t soit plus grand ou égal à moins 7 tiers. C'est ça votre domaine de définition ici. Votre restriction, c'est d'avoir une racine carrée positive. Donc, on va avoir ça si t est plus grand ou égal à moins 7 tiers. Okay? Donc, votre domaine, ici, on pourrait écrire domaine là, pour avoir une réponse finale rigoureuse. Domaine de G égale, puis là, je vais écrire l'intervalle, moins 7 tiers jusqu'à plus l'infini. Et j'ai inclus moins 7 tiers parce que j'ai plus grand ou égal. Parce que si on a une racine carrée de 0, on n'a pas de problème avec ça. Le domaine de définition pour f, on va regarder ça. On a 4t carré moins 1 à l'intérieur d'une racine, mais ce n'est pas une racine paire. Okay? C'est une racine cubique. On n'a donc aucune restriction pour le f. F, les réels, on peut rentrer n'importe quelle valeur réelle là-dedans, puis on n'aura pas de problème. Puisque c'est une racine qui n'est pas paire, c'est une racine cubique. OK? Je vais faire le G, le H, le I, le J. On va les refaire ensemble demain. Donc, G. On a 9 divisé par 3 moins 5x à la 3. Encore une fois, on ne veut pas de division par 0. On ne veut donc pas que 3 moins 5x égale 0. On ne veut donc pas que x, je vais vous donner la réponse ici, donne moins 3, donne 3 cinquièmes. Donc, le domaine ici, pour f, c'est les valeurs réelles, n'importe lesquelles, sauf 3 cinquièmes. OK? Et le H, I et le J, je vous le laisse. Faites attention, ici, il y a une racine et une division, donc il faut aller regarder les deux. Ici, I et J, va falloir, faire un tableau des signes. Parce que vous ne voulez pas que ce que vous avez à l'intérieur de la racine soit négative. Mais quand est-ce que ça, c'est négatif? C'est difficile à déterminer. On va donc faire un tableau de signes pour ça. Même chose pour J. Je vous le laisse. On va le faire ensemble demain, mercredi. Même chose pour le numéro 2. On va le faire ensemble mercredi. OK? Donc, ça va être de refaire la même chose que tout à l'heure, que ça, mais algébriquement maintenant. C'est encore plus intéressant à mon avis. OK? On se laisse ici. On a quand même vu beaucoup de choses. On se laisse ici. Puis on se revoit demain, 9h30, pour poursuivre ce chapitre-là. OK? Bye! Soyez sages.